souhaitez avoir plus d'informations sur euh, les actions du regroupement. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon atelier. Puis encore une fois, merci d'être présent. Merci beaucoup, Marjolaine. Alors, on va commencer sans plus tarder l'atelier. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire. En fait, écrivez-les directement dans le chat. Après chaque section, on va prendre un petit moment pour répondre aux questions qui ont été posées. Et à la fin de la première partie, on va aussi avoir un petit moment pour des questions. Voilà. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Joseph Tifo, intervenant psychosocial et spirituel. Eh bien, bonjour tout le monde. Content de voir autant de personnes ici. Je reconnais quelques visages, je vois des collègues et des anciens collègues. Donc, pour ceux qui se reconnaissent, bonjour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Ben, écoutez, je me présente. Moi, c'est Joseph Denis Tifo. Pourquoi Denis? On me connaît comme Joseph Tifo, mais j'ai décidé d'honorer mes deux grands-parents, d'où leurs noms viennent. Donc, c'est pour ça là, que vous allez voir Joseph des Tifo sur Zoom, c'est Joseph Denis. C'est normal, je m'invente pas des noms. Donc, aujourd'hui, je veux faire la conférence sur le lâcher-prise et comment ne pas s'oublier dans le deuil. Donc, on va discuter de sujets assez tabous, assez méconnus, donc les différents types de deuil, les deuils invisibles, et aussi comment traverser ces deuils-là. Euh, donc, je vais vous faire le partage d'écran pour s'assurer qu'on l'aille tous. Vous allez peut-être pouvoir me faire un petit pouce puis me dire si ça fonctionne bien. Et voilà. C'est good? Oui, très bien. Bon. Eh bien, comme je disais, aujourd'hui, la conférence, ça va être sur le lâcher-prise et comment ne pas s'oublier dans le deuil. Donc, le contenu de la conférence, il va y avoir un petit accueil et introduction, comme on vient de faire, et on va tout de suite s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire le lâcher-prise, qui est une technique pour justement apprendre à mieux vivre ses émotions et les accueillir, les recevoir avant de rentrer dans le deuil, les différents types de deuil et comment traverser le deuil. Par la suite, il va y avoir une petite pause et ceux qui vont vouloir rester, on va pouvoir faire un partage en groupe et terminer évidemment l'atelier. Le but du partage, je le mentionne tout de suite pour que que les gens le sachent. Dans le fond, le but du partage, c'est tout simplement de normaliser l'ouverture sur le deuil. D'être capable de parler avec des inconnus et aussi d'être capable d'accueillir avec des inconnus les émotions qu'on peut vivre. Donc, bien, qui suis-je? Comme je disais, mon nom est Joseph Tifo, j'ai un parcours universitaire un peu atypique et j'ai été chercher trois certificats en lien avec la religion, un certificat en études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke, un certificat en théologie de l'Université Laval et un certificat en sciences des religions de l'Université Laval. Ces trois certificats-là m'ont permis d'avoir assez de crédit pour avoir une maîtrise en études du religieux contemporain avec cheminement en soins spirituels. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les soins spirituels, là, puis ça mange quoi en hiver, c'est un poste qui existe depuis maintenant 2010, depuis la laïcisation du poste d'aumônier dans les hôpitaux. Et dans le fond, on a remplacé ou on remplace lentement euh, la présence des prêtres. Pas que les prêtres ne peuvent plus être présents, c'est tout simplement qu'on demande d'aller chercher une formation universitaire en plus, mais on est encore souvent vu comme des prêtres ou des aumôniers, hein. Les gens ont des fois des petites difficultés à faire la différence. C'est normal, il faut aussi prendre l'historique du Québec et de la religion. Donc, dès qu'on entend le mot spirituel, on l'associe à religion. J'ai eu la chance de commencer ma carrière en tant qu'intervenant psychosocial à l'ACT. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'Association des accidentés cérébrovasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie. C'est eux qui m'ont donné cette magnifique chance et qui m'ont permis de rencontrer Connexion TCC. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré la belle équipe de Connexion TCC et que je suis là aujourd'hui pour vous faire cette présentation. Par la suite, j'ai été engagé par le CIUS de l'Estrie et je suis devenu officiellement intervenant en soins spirituels depuis à peu près 2 ans et demi.
Et cette année, j'ai démarré ma clinique privée et je suis devenu intervenant psychosocial et spirituel affilié à Humano Clinique. C'est une clinique à Sherbrooke, un regroupement de plusieurs spécialistes qui offrent des accompagnements. Le but derrière cette entreprise-là, c'était tout simplement parce que en travaillant dans le réseau de la santé, j'ai remarqué que souvent, on n'offrait pas beaucoup d'accompagnement après le décès et la perte de personnes. On a remarqué souvent que lorsque les gens mouraient, la famille avait quelques temps à l'hôpital, puis ensuite, on les renvoyait chez eux et souvent, il n'y avait aucun accompagnement qui pouvait être fait malheureusement. Et je pense que c'est très important de savoir vivre ces deuils et aussi d'avoir un accompagnement adéquat pour pouvoir les traverser. Et mon parcours personnel, eh bien, j'aime le mentionner, j'ai pas de gêne par rapport à ça. Je suis humaniste et agnostique, donc je ne suis pas croyant. Je suis ouvert à quelque chose de plus grand, mais je suis encore en quête de spiritualité. Mais je suis avant tout humaniste, c'est-à-dire que pour moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir travailler et accompagner l'humain, peu importe c'est qui et peu importe ses complexités. Donc, on va pouvoir maintenant se lancer dans le vif du sujet, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est tout simplement renoncer au contrôle pour mieux accepter une situation et y trouver une certaine sérénité. Là, vous allez m'entendre souvent parler du lâcher-prise. Probablement que d'ici une heure, vous allez être tanné d'entendre le terme lâcher-prise. C'est normal, c'est tout à fait correct. L'important, c'est juste de comprendre le principe derrière, qui est d'accueillir les émotions. C'est Bergeret qui le décrivait un peu comme ceci. Il s'agit, sans renoncer à soi-même, à ses anciennes identifications satisfaisantes, de devenir un autre soi-même, en accord avec les nouvelles données de la vie, et d'intégrer une configuration de soi autorisant l'estime de soi et l'amour d'autrui. Donc, avant tout, le lâcher-prise, c'est quoi? Je vais débuter par qu'est-ce que ce n'est pas. Hein? Souvent, quand j'en parle, autant à des usagers qu'à des proches aidants, on pense que le lâcher-prise, c'est être faible, c'est ne pas être capable de continuer d'aider quelqu'un. C'est pas... Oh, j'ai muté, pardon. Et donc, ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas non plus un abandon, ce n'est pas une fuite. On n'est pas en train de laisser la personne derrière quand on vous dit de lâcher prise. Ce n'est pas un acte de malveillance envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. C'est une libération intérieure. C'est tout simplement reconnaître qu'on ne peut pas tout contrôler dans le monde et accepter que malgré le fait qu'on veut mettre autant d'efforts que possible, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et on doit apprendre à vivre avec ça. C'est aussi accepter de mettre le jugement intérieur de côté. C'est la petite voix là, qui nous gosse le matin parce que faudrait qu'on se lève, mais ça fait 5 fois qu'on snooze le bouton ou qu'on se fait dire hey, maudit, il me semble que je devrais aller plus au gym. Puis on entend tout le temps cette petite voix-là qui vient nous frapper. C'est d'être capable de mettre ce jugement de côté-là, puis tout simplement de vivre les émotions qui sont difficiles à confronter pour mieux les comprendre. Et donc, le lâcher prise, eh bien, comment lâcher prise? Ça peut se faire en 3 étapes simples, mais qui peuvent être quand même difficiles à accomplir. Premièrement, comme je disais tantôt, c'était de s'observer sans se juger. Hein, c'est accueillir nos sentiments, nos réactions, nos peurs et nos pensées, quelles qu'elles soient, et ne pas critiquer la personne qu'on est venu. C'est tout simplement de se dire, écoute, la voix qui vient, je l'entends, elle chiale, elle me dit que je suis pas correct, que j'aurais dû faire quelque chose de mieux. J'accepte que cette voix-là soit là, puis ensuite je la laisse passer. On ne peut pas critiquer un pommier qui relâche ses fruits lorsqu'ils sont mûrs. Hein? C'est tout simplement ça. C'est d'être capable de se dire, bon, j'ai ces émotions-là en moi, je les reçois, je les prends. Puis ensuite, c'est d'apprendre à se connecter à soi-même dans le moment présent. Aujourd'hui, dans notre société, on va se le dire, on est rempli de distractions, tout partout. Le matin, on se lève, on va aux toilettes, on est sur notre cellulaire. Après ça, on part en auto pour aller au travail, on met de la musique, la radio.
On écoute de quoi? Une fois au travail, on peut mettre une petite page YouTube avec la musique de fond. On fait des choses, on revient à la maison, c'est la même chose. C'est rare qu'on prend le temps d'être seul et de vivre notre silence. Parce que le silence, il est malaisant. Il est difficile des fois à vivre, mais c'est à travers ce silence-là que nos voix, nos émotions vont se mettre à sortir. Et ça se fait à travers des méditations, à travers du silence. Certaines personnes vont trouver cette connexion-là à travers la prière ou à travers l'art. L'important, c'est que pour vous, vous soyez capable de trouver un moment sécuritaire, sans distraction autre, pour permettre à votre cerveau de vous parler, à écouter votre cœur et ce qu'il essaye de vous dire. Parce que c'est normal d'avoir ces réactions-là, de se dire, on est bombardé d'émotions toute la journée, puis on les met de côté, on n'a pas le temps de s'en occuper, on est au travail. Mais si on fait ça, on fait juste accumuler les émotions, puis éventuellement, quand ces émotions-là nous retombent dessus, c'est encore pire. C'est aussi savoir se parler à soi-même. Il y en a qui vont se parler à voix haute, il y en a qui vont se parler intérieurement. C'est juste se dire, écoute, j'accepte que je maîtrise pas tout. J'accepte que ben, en ce moment, je ressens beaucoup de colère, puis je vais juste vivre ma colère, je vais juste vivre ma tristesse. On verra après. C'est aussi apprendre à lâcher la corde au quotidien, hein. Accepter les petits imprévus sans résistance. Le matin, on se lève, on se fait un café, puis Colin, on l'accroche, ça tombe à terre, la tasse, ça casse. On a le droit de vivre la colère, on a le droit de l'accueillir. On peut avoir comme premier réflexe de se dire, hé, maudit que t'es cave, t'aurais dû faire attention. Mais c'est juste de prendre un moment pour se dire, hey, c'est correct, c'est arrivé, je peux pas rien faire, je vais juste ramasser. Puis après ça, on peut même rire avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on était si fâchés que ça d'avoir fait ça? Hey, OK, on va peut-être arriver 5 minutes en retard au travail. On n'est pas mort, on est encore correct. Et en travaillant au jour le jour, au quotidien, ce lâcher-prise-là, on finit par apprendre à le vivre pour des plus grosses choses, pour des plus grandes difficultés. C'est important aussi de ne pas tomber dans un extrême opposé, hein, de tomber dans ce qu'on appelle du je m'en foutisme. Le lâcher prise, c'est pas dire ah ben si je lâche prise de toutes mes émotions, ben je me fous de ce que je dis, je vais blesser les gens, c'est pas grave, c'est à eux de dealer avec leurs émotions. Hein, il faut faire gaffe avec ça. C'est tout simplement de favoriser ben, cette bienveillance consciente-là. Être capable d'entendre les voix négatives, mais aussi se forcer à avoir des voix positives. C'est vrai, peut-être que j'ai pas été au gym 5 fois cette semaine, mais Colin, j'ai réussi au moins y aller une fois. C'était mieux que la semaine passée. Hey, j'ai échappé cette tasse-là, mais c'est pas grave, elle venait du Dollarama, j'irai en racheter une autre. Être capable d'être bienveillant envers soi-même, c'est comme ça qu'on apprend à guérir et aussi à accueillir ces émotions-là qui nous font tant peur, qu'on a très peur de confronter et tout simplement de vivre librement. Avant de rentrer dans le deuil, faites-vous-en pas, on va revenir sur le lâcher-prise à travers le deuil. Je voulais juste voir si j'avais quelques questions parce que là, j'ai perdu mon chat en faisant le partage d'écran. Euh, Je me permets, il n'y a pas de questions pour Ah, l'instant il n'y dans a le pas eu de question. Ah, ben parfait, ça d'abord. Bon, ben on va continuer d'abord sur le deuil. Alors, Hérouet disait, comment faire son deuil quand le sujet même de la mort reste tabou? Comment faire son deuil seul, sans être initié, sans être accompagné? Il n'y a pas un seul remède cathartique et miraculeux. C'est important, je pense, de le mentionner qu'en effet, le deuil, le sujet du deuil, on l'associe souvent à la mort et la mort nous fait peur, hein. On n'ose pas en discuter, on n'ose pas trop en parler. Souvent, on se prépare même pas à l'idée de la mort. On reste jeune dans notre tête, dans notre cœur, malgré le fait que notre corps vieillit. Et quand on est finalement confronté, on n'y a tellement pas pensé qu'on est démuni. On ne sait pas quoi faire. L'important, c'est de comprendre ça, qu'il n'y a pas de remède miracle. Je le dis souvent à des usagers que je rencontre, j'aimerais ça avoir une phrase magique que je dis puis que ça guérit tout, mais on n'en a pas. Le deuil, ça prend du temps. S'il y a une chose que vous devriez repartir de cet atelier-là aujourd'hui, c'est ça. C'est tout simplement que ça prend du temps pour guérir. Donc, le deuil, hein, on va rentrer dans notre sujet.
Qu'est-ce qui peut causer un deuil? Souvent, le deuil, on va l'associer, comme on dit, au décès, hein, le décès d'un proche ou d'un animal de compagnie. Mais il y a de nombreuses choses qui peuvent nous amener à vivre un deuil. Une rupture amoureuse, un divorce difficile, la perte d'un emploi ou changement de carrière. C'est important de se rappeler aussi que les deuils ne sont pas que négatifs. Changement de carrière peut être très positif. Ça n'empêche pas qu'on va vivre des deuils. Moi-même, j'en ai vécu un quand je travaillais pour l'ACT, puis j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à l'hôpital. C'était un beau changement de carrière. J'allais enfin pouvoir être intervenant en soins spirituels, mais j'ai quand même vécu un deuil. J'avais développé une super belle relation avec mon équipe, avec mes usagers, et j'ai dû apprendre à dire au revoir à cette équipe-là, à maintenir des relations pour aller vers autre chose. On peut aussi avoir le deuil lorsqu'on a une maladie ou une modification dans notre santé, lorsqu'on perd une capacité, un rêve, par exemple, avoir un accident. Quelqu'un qui est un fan de sport, clairement pas moi, mais quelqu'un qui est un fan de sport, qui adore aller jouer au hockey à toutes les semaines, il joue au soccer pendant l'été, puis finalement, à cause d'un accident, il doit être amputé. Pour lui, c'est le deuil d'une capacité, c'est le deuil de son rêve de peut-être aller devenir pro. Mais c'est un deuil pareil que souvent, on ne va pas prendre en considération. On va aussi parler d'une perte d'innocence comme deuil. Quand on parle d'une perte d'innocence, ici, on va parler de les survivants et survivantes de harcèlement ou de violences sexuelles. Un déménagement, un exil. Déménagement peut être positif, mais ça peut quand même nous amener à vivre un deuil. Si ça fait 15 ans qu'on vit dans un appartement avant d'aller dans une maison, on va peut-être être super content d'aller dans la maison, mais on va quand même vivre le deuil. On met tous les souvenirs, on les apporte avec nous, mais on met fin à un chapitre de notre vie. C'est souvent une réalisation que, ben, on avance, on vieillit. Rupture relationnelle. Des fois, ça peut être la perte d'un ami, d'une famille, d'un membre de la famille. On réalise que cette personne-là est rendue peut-être toxique. On décide d'arrêter de parler, mais c'est quand même une personne qui est importante pour nous depuis de nombreuses années. Puis on a dû apprendre à vivre avec le fait qu'on l'a perdu. Le vieillissement est aussi un deuil. C'est un deuil qu'on voit souvent et qu'on ne se prépare pas très bien, hein. On vieillit tous. Comme je disais tantôt, dans notre tête, dans notre cœur, on est encore jeune. Notre corps nous rappelle souvent que hein, le cycle de la vie continue, puis on ne peut pas le ralentir. Mais le vieillissement est un deuil qui est souvent très difficile et qu'on va souvent rencontrer à travers en tant qu'intervenant ou pour chaque personne, c'est un deuil qu'on va tous finir par vivre un jour ou l'autre. Et le etc., c'est parce qu'il existe d'autres deuils. C'est de ça qu'on va parler, hein, les fameux deuils invisibles qu'on prend moins en considération. Mais avant ça, on va revenir un peu plus sur la discussion du TCC. C'est quoi les deuils qu'une personne qui a un TCC qu'elle peut vivre? Eh bien, on va parler de perte cognitive, de perte de mémoire. Ça va venir affecter la personne qu'elle est. On va avoir des pertes motrices. Comme je vous disais tantôt, le joueur de hockey qui adore ça, qui veut jouer, mais qui ne peut plus, c'est devoir accepter de vivre avec cette perte-là. Perte d'un emploi, perte d'un cercle social. J'ai eu la chance d'accompagner des gens où ce que, tristement, malheureusement, leurs amis de longue date les ont abandonnés quand ils ont eu un diagnostic de TCC parce que c'était trop confrontant pour eux. À chaque fois qu'ils les voyaient, ça leur rappelait les dangers de la vie, ça leur rappelait que la mortalité était toujours proche, les risques. Et pour ces personnes-là, ils ont perdu des amis de très longue date juste parce qu'ils étaient plus capables de maintenir cette relation-là. Et on a aussi la perte identitaire. Après un gros accident, après une situation changeante comme ça, on peut changer, on peut devenir quelqu'un d'autre. Oui, on est capable de retrouver des fragments de la personne qu'on était avant, mais on reste toujours changé. Comme Bergeret disait tantôt, le lâcher-prise, c'est d'apprendre à reconnaître ce qu'on était avant, mais aussi voir la personne qu'on est devenu. J'aimerais donc passer en premier sur le deuil identitaire, qui est un deuil justement invisible. On parle ici de
on va y aller avec deux catégories. Le deuil de la personne malade, hein, la personne qui va vivre, par exemple, avec un TCC, qui va avoir une démence, qui va être diagnostiquée avec de l'Alzheimer. Et aussi, on va parler après ça de l'identité du proche aidant. C'est deux deuils qui vont être faits lorsque on est confronté à un changement assez difficile dans nos vies. L'identité de la personne malade, eh bien, on va parler d'un fracas du moi social. Le moi est en majuscule, là. Imaginez-vous, le moi, là, c'est notre idéal. C'est la personne qu'on est en ce moment, c'est la personne qu'on veut devenir, la personne qu'on travaille depuis tant d'années à être. Bien, cette personne-là va être fracassée, hein. Notre personne qu'on est va devoir apprendre à guérir, à aller chercher un peu partout les fragments, puis réaliser que on n'a peut-être pas été capable de tout récupérer, hein. C'est perdre la personne, le moi antérieur, la personne qu'on était. C'est passer de l'idéal au malade. Et ça, c'est très confrontant. Je disais tantôt que je travaillais au CIUS, j'ai fait autant de la courte durée que de la longue durée. J'ai rencontré des gens qui ont été à l'hôpital pendant des mois, d'autres des semaines, puis j'accompagne des gens en CHSLD qui vont être là jusqu'à leur mort. Et j'ai déjà rencontré des jeunes de 25 ans qui étaient à l'hôpital pendant 3 semaines pour une situation qu'ils trouvaient banale. Et pour eux, d'être considérés le malade, de ne plus être l'humain qui était avant, l'idéal, d'être le malade, d'être un numéro, d'être à l'hôpital juste pendant 3 semaines, c'était extrêmement confrontant. Fait qu'il faut voir après ça une personne qui a un TCC, qui a un AVC, qui développe de la démence. C'est réaliser que ce changement-là risque d'être permanent. C'est encore plus confrontant et plus difficile. Mais il est possible de trouver certains outils pour les aider et les accompagner là-dedans. Par exemple, ce qu'on appelle le récit de vie. Euh, un récit de vie, c'est tout simplement mettre en mots la perte. Être capable de discuter avec la personne, leur rappeler qui était avant et trouver les souvenirs qui leur font du bien à garder. Être capable d'aller voir des choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on est encore capable de faire aujourd'hui qui font plaisir à la personne? Garder cette relation-là en vie, autant avec les souvenirs passés, présents et éventuellement créer des souvenirs futurs. C'est intégrer la maladie et retrouver un semblant d'identité, hein? Des fois, ça peut être de rappeler constamment la même histoire à quelqu'un parce qu'on sait que c'est cette histoire-là qui le fait sourire. Mais si c'est juste une fois dans la journée, certains vont se dire pourquoi le faire. Mais si la personne sourit une fois dans sa journée, c'est déjà mieux que zéro. Chaque petit pas compte. C'est important de se rappeler aussi que ben, le corps, hein, c'est une marque du passé et du présent. Puis de reconnaître le fait que notre corps a peut-être changé, a peut-être été affecté par des accidents, par la vieillesse, c'est développer cette résilience-là. Bon, pardon, évidemment, mon chat fallait qu'il monte sur mon truc. Pardonnez-moi. Est-ce qu'on voit encore mon écran ou non? Non, pas pantoute. Ah, ça commence très bien, ça. Oui, merci pour Toast. Peux-tu juste descendre mon grand? OK. Ah, je vais, je On vais, je voit vais- ouais, on voit la présentation, là. On est, OK, là, on voit la oui, présentation. oui, OK, ton fond parfait. d'écran, c'est ça. Bon, excusez-moi, les animaux ont jamais vraiment de respect à ce qu'on peut faire, hein, quand ils ont besoin de caresses, ils sont là. Bon, parfait. On est de retour. Donc, comme je disais, c'est ça. Le corps est une marque du passé et du présent qui développe la résilience. Puis à travers les récits de vie, justement, qu'on va apprendre à voir qu'est-ce qu'on a été capable de traverser. Oui, on a des beaux souvenirs, mais on est encore présent. On est encore capable de traverser ces difficultés-là. La résilience, là, c'est tout simplement reconnaître qu'on a traversé beaucoup, beaucoup de choses difficiles. Souvent, on le voit comme une belle qualité, mais on oublie toutes les difficultés derrière. C'est important de le dire. On a traversé des choses incroyablement dures, horribles. Certaines personnes seraient même pas capables. Puis ça peut venir nous aider de dire, hey, je suis encore là. Maintenant, l'identité du proche aidant. Quand on parle du deuil identitaire du proche aidant, on va parler, oui, souvent après le décès, mais aussi lorsque la personne devient proche aidant. Devenir proche aidant, c'est réaliser que
on doit s'occuper de quelqu'un. C'est perdre notre sens, comprendre que les rêves qu'on avait ont peut-être pu être réalisables, devoir s'adapter, changer notre rôle, passer de conjointe à infirmier, gardien, protecteur. Et ça peut être très difficile d'apprendre à vivre avec ce changement-là. C'est un deuil aussi qu'on doit faire. Et dans le cas inverse, pour les personnes que ça peut faire 10, 15, 30 ans qui sont proches aidants, si jamais ils vivent le décès de leurs proches, on va perdre aussi ce deuil-là. On va vivre avec le deuil identitaire encore parce que on a été défini par ce qu'on faisait pour notre proche. Et beaucoup de personnes vont encore une fois se retrouver dans une perte de sens. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai du temps, que j'ai plus quelqu'un à m'occuper, que je suis plus une infirmière, que je suis plus un gardien, que je suis juste redevenu moi, sans la personne que j'aimais, que j'ai accompagnée dans les 30 dernières années de ma vie. C'est un deuil qui est très difficile à vivre et qui est souvent pas reconnu. Maintenant, on va parler du deuil blanc, qui est un autre type de deuil invisible, qui est un peu, en anglais, on appelle un umbrella term, là, qui est un gros parapluie large qui regroupe plein de petits deuils cachés en dessous. Et c'est Jallet qui disait, le deuil blanc pourrait être considéré comme la principale source de souffrance des aidants. Et c'est vrai. Le deuil blanc, là, c'est tout simplement faire face à la perte d'une relation avec la personne qu'on connaissait. Que ce soit Alzheimer, démence, ça peut être un changement dans les actions que la personne faisait, la routine qu'elle avait, les réactions qu'elle a. On va quasiment dire que c'est une mort sociale. La personne n'est plus ce qu'elle était. Elle devient quelqu'un d'autre. Physiquement, elle est la même. C'est souvent ça qui est le plus douloureux. On va dire, hey, écoute, je vais voir ma mère, je la reconnais, je sais que c'est elle, mais psychologiquement, ce n'est plus elle. Elle ne me reconnaît plus comme son fils. Elle est tout le temps surprise, puis elle me demande je suis qui. Ça aussi, ça peut être des douleurs. Reconnaître le fait qu'on voit la personne qu'on aime et cette personne-là n'est pas capable de nous reconnaître comme on est. C'est extrêmement difficile. Et quand on parle du deuil blanc, ben, ces personnes-là, les gens qui vont vivre un deuil blanc, vont souvent vivre plusieurs deuils simultanément, hein. Le deuil de la relation, comme on disait, le deuil du rôle, passer de mère à infirmière, de père à infirmier, du gardien, du protecteur, de l'ami à la personne qui doit supporter. Le deuil de la normalité. Oups, pardon. Le deuil de la normalité, ben, c'est quoi? C'est de réaliser que notre vie sera plus jamais la même. La routine qu'on avait le matin, le fait qu'on voulait aller en voyage à chaque année, si la personne avec qui qu'on est se retrouve dans une situation où elle a besoin d'être accompagnée constamment. Et c'est là que le lâcher prise peut venir nous aider. C'est de reconnaître, OK, oui, on n'a peut-être plus de normalité, on va accepter ça, puis on va essayer de trouver des petits moments dans la journée où ce qu'on est capable de retrouver cette normalité-là. Accepter que on peut pas tout contrôler. On n'a pas à prévoir l'imprévisible. On peut juste le vivre. On reste des humains. Le deuil de la prédictibilité aussi. La personne va peut-être changer. La personne qu'on accompagne va avoir des réactions qui vont nous surprendre, que ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Ça peut tout simplement être le fait que la personne, avant de se coucher, vous disait tout le temps un petit rituel de bonne nuit qui était super cool, puis que là, d'un jour au lendemain, elle le fait plus. Et c'est aussi, comme je disais, le deuil du sens. Hein, chercher qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec notre vie alors que toute notre réalité est changée. Tous ces deuils-là sont des deuils blancs et on les vit pour la plupart souvent en même temps, sans que ça soit pris en considération. Le lâcher-prise à travers ça va nous apprendre justement à mieux accueillir ces deuils-là, les vivre un petit peu plus ouvertement. Le deuil du rôle, ça peut être de reconnaître que on est quand même capable d'aller chercher de la satisfaction dans ce qu'on fait, dans les actions qu'on prend pour la personne qu'on aime. La normalité, comme je disais, c'est de reconnaître qu'on peut pas tout prévoir, on est des humains. La prédictibilité, c'est tout simplement de savoir que, bon, ben, si la personne change, on peut, nous, développer quand même un semblant de routine,
essayer de répondre à certaines manières, à certaines réactions qu'il va avoir pour ramener la personne vers quelque chose de plus habituel, de plus normal pour elle. Le deuil blanc, c'est aussi ce qu'on appelle un deuil anticipé. Hein. On dit c'est comme mourir avant la mort. C'est voir la personne qu'on connaît disparaître. C'est être en train de perdre une personne. Mais le lâcher-prise nous apprend qu'on peut aussi vivre ce deuil-là, mais accueillir la personne qu'on découvre, apprendre à la connaître, se créer des nouveaux souvenirs avec elle. Le deuil blanc, c'est aussi le deuil de l'espérance d'une guérison. Souvent, ça va être une longue acceptation progressive que la situation ne reviendra pas comme avant. C'est important de garder l'espoir, mais ici, l'espoir peut être une lame à deux tranchants. J'accompagne en ce moment quelqu'un qui vit, qui est devenu tétraplégique, qui vit beaucoup de difficultés avec cette situation-là. Il aimerait pouvoir remarcher. Mais en ce moment, on est en train de travailler à trouver des objectifs plus réalistes, qui font plus de sens. Oui, on voudrait remarcher, mais on sait que ça n'arrivera probablement pas. Qu'est-ce que dans le moment présent, on peut faire? OK, ben c'est juste d'être capable de manger sans que ça revole partout. On va focuser sur ça. C'est d'être capable de redonner un sens à l'espoir sans que cet espoir-là devienne une arme contre soi-même, contre notre propre deuil. Parce que si on n'apprend pas à le vivre, on ne pourra jamais guérir. C'est aussi vivre le deuil du parent ou du proche idéal. Hein. On dit, par exemple, ah, il était tellement fort, il était gentil, il était super intelligent, puis là, depuis l'accident, il n'est plus la même personne, il me reconnaît plus. Eh bien, on va essayer de trouver un lien, de trouver une manière de maintenir ce lien-là. Comme je disais tantôt, les récits de vie, lui ramener des histoires, se créer des nouveaux récits avec lui, être capable d'aller ressortir des choses qui nous font du bien et de créer des nouveaux souvenirs avec cette personne-là. On va aussi vivre un deuil de l'estime de soi. Souvent, on va avoir de la culpabilité, de l'impuissance face aux réactions de notre proche, quand je parlais tantôt d'agressivité, ou notre épuisement, notre propre épuisement. Il ne faut pas oublier qu'on est humain. J'entends souvent des gens qui viennent tous les jours voir leur conjoint au point de s'épuiser parce que la dame veut pas abandonner son conjoint à la maison. C'est une belle acte, mais si on s'épuise nous-mêmes, après ça, c'est nous qui va porter ce poids-là, puis on n'est pas capable de continuer d'aider notre proche. C'est de reconnaître que on est un humain imparfait dans un monde imparfait. On a le droit, nous aussi, de prendre du repos pour pouvoir mieux accompagner et mieux aider la personne qu'on aime. Tout ça, c'est des deuils qui sont invisibles. Là, je vous ai présenté beaucoup de deuils, beaucoup de choses, mais j'aimerais aussi vous présenter comment est-ce qu'on peut faire pour traverser à travers les deuils. Comment utiliser le lâcher-prise pour mieux vivre ce deuil-là. Parce que je pense que vous comprenez de plus en plus hein, que le deuil n'est pas juste lié au décès. On vit des deuils constamment, même que peut-être d'entre vous sont en train de réaliser qu'ils en ont vécu sans savoir que c'est un deuil. Donc, avant de passer à cette étape, je vais faire un petit check-up. Est-ce qu'on a eu des questions? On a demandé si un deuil blanc, c'était un deuil invisible. C'est la question. Oui, c'est ça. Le deuil blanc, c'est des deuils invisibles. Souvent, on en commence à en parler de plus en plus, mais souvent, les gens vont pas reconnaître ça. On va, comme je disais tantôt, on va vraiment voir le deuil d'une perte physique. Lorsque quelque chose de concret est perdu, c'est là qu'on va associer ça à un deuil. Le deuil blanc peut être considéré comme un deuil invisible parce qu'on le voit, là, tous les petits deuils en dessous, c'est souvent des deuils qu'on prend même pas en considération. C'est bien beau de dire, ah, la personne vit un deuil blanc. Oui, mais c'est quoi qu'elle vit derrière le deuil blanc? C'est quoi spécifiquement? Est-ce que c'est son estime de soi en plus de la relation, en plus de l'identité, en plus du rôle? C'est quatre deuils sous un deuil qu'on n'a pas pris en considération. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question un peu. Donc, comment passer à travers le deuil? Eh bien, pour passer à travers le deuil, c'est important de comprendre c'est quoi le deuil et aussi de comprendre les étapes. Thibaut disait, il importe de préciser que chaque deuil est unique et que, par conséquent, il est possible d'expérimenter d'autres étapes, de revenir à des étapes déjà franchies ou de ne pas vivre certaines d'entre elles.
Des fois, je vais présenter les fameux deuils, les fameuses étapes, puis les gens vont me dire, ah, ben, j'ai pas vécu de deuil, j'ai pas eu ça, ça, ça. On est tous uniques. Comme je disais tantôt, on vit tous, on réagit tous de manière différente à la société, à notre environnement. On a le droit de vivre notre deuil aussi de manière unique. On a quand même, à travers plusieurs recherches, été capable de développer des étapes. Probablement que certains d'entre vous vont en connaître la plupart, hein, les 5 grandes étapes. Moi, j'ai décidé d'en ajouter une sixième que je vais vous présenter. Donc, les étapes du deuil, je vais vous les lister comme ça en ordre, mais c'est important de comprendre qu'ils sont pas obligés de se passer exactement dans cet ordre-là. Certains vont vivre de la colère, mais pas de tristesse. Certains feront pas de marchandage. Le but, c'est juste de vous les présenter un à un. Donc, le choc et le déni, hein, c'est souvent ce qui démarre le deuil. C'est lorsque on va frapper le mur, comme on dit. La situation est difficile et on réalise à quel point qu'elle est difficile et on se questionne pourquoi. Non, c'est pas possible, ça peut pas être arrivé à moi, ça peut pas être arrivé à la personne que j'aime. Souvent, ça va être une période qui est assez difficile à traverser, mais on finit par passer parce qu'on n'a pas le choix de continuer à avancer, on n'a pas le choix de voir la réalité. Mais lorsqu'on est confronté à la réalité, c'est là qu'on va vivre des émotions fortes. On va vivre de la colère. Certaines personnes vont tomber énormément en colère de ce qui de l'injustice de la vie. Pourquoi est-ce que c'est arrivé à lui? Il ne méritait pas. C'est pas correct. Par la suite, on peut aussi aller vers du marchandage. On va souvent se tourner vers la spiritualité avec le marchandage. Certains vont se mettre à prier. Si je change, si je fais telle action, est-ce que tu peux me le ramener? J'avais déjà vu un enfant, et voilà, mon chat est revenu, parfait. On va remonter. Pardon. J'avais déjà vu un enfant qui m'avait dit qu'il avait écrit au Père Noël, qui lui demandait comme cadeau qu'il aimerait ça revoir son grand-papa. Ça, c'est une méthode de marchandage. C'est essayer de trouver quelque chose pour nous ramener la personne, ramener ce qu'on a perdu. Puis après, une fois qu'on réalise souvent que ça ne fonctionnera pas, c'est là que la tristesse peut arriver. Puis là, la tristesse, c'est tout simplement une forme de lâcher prise. Nos émotions vont sortir, elles ont besoin de sortir. Tout ce qu'on a empilé depuis le début, la fameuse montagne d'émotions qu'on met, elle va tomber. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à vivre nos émotions, d'avoir ce lâcher-prise-là et de les accueillir. Parce que plus on l'accumule, plus on met nos petits deuils de côté, quand on est confronté à des plus gros deuils, cette montagne-là s'éboule sur nous, puis souvent, on va tomber dans des dépressions majeures. Certaines personnes vont se retrouver avec des idées sombres, des idées suicidaires. Mais éventuellement, avec l'aide du lâcher-prise encore, on va développer l'acceptation. L'acceptation, c'est de comprendre qu'on a perdu quelque chose, qu'on ne pourra sûrement pas la retrouver. Si le deuil est une blessure, je vois l'acceptation comme on est en train de guérir le reste de la plaie. On a tout enlevé ce qui était plus bon, on laisse la plaie guérir. L'héritage, elle, c'est lorsque la plaie est devenue une cicatrice. L'héritage, c'est être capable de regarder sur ce qu'on a perdu, puis de voir le positif. De focusser sur, j'ai tassé mon clavier, là, mon chat devrait pas déranger, de focusser sur, j'ai eu des beaux souvenirs malgré tout. Oui, j'ai le droit de pleurer, mais c'est normal. Ça vient avec la vie, je continue à avancer. Souvent, l'héritage, c'est l'étape qu'on se rendra pas compte qu'on est en train de vivre. Ça va être le matin où ce qu'on va se lever puis on n'est pas rempli de larmes. Ça va être le matin où ce qu'on est capable de voir du positif, de sourire parce qu'il y a un beau rayon de soleil, qu'on est bien. Puis des fois, ça va prendre quelques semaines, des fois plusieurs mois avant de réaliser, hey, ça fait un bout que j'ai pas pleuré à cause de telle perte. Ça fait un bout que c'est important, lorsqu'on est rendu à l'héritage, de peut-être faire un petit check-up sur soi-même, de regarder le deuil. Est-ce que j'ai vraiment bien tout passé? Ça peut faire peur. Les émotions vont peut-être être encore là, mais souvent, quand on est vraiment rendu à cette étape-là de l'héritage, l'émotion va être plus joyeuse, plus propre, plus belle. On va se sentir mieux.
On va avoir appris à accueillir ces émotions-là. On va savoir que c'est correct de pleurer un petit 2 minutes parce qu'on s'ennuie. Puis après ça, on va être capable de se mettre à rire parce qu'on a un souvenir qui nous est venu de Ah, que c'était le fun quand la personne faisait telle chose. Et donc, pourquoi vivre le deuil? Eh bien, on vit le deuil parce qu'on n'a pas le choix. Comme vous l'avez vu depuis tantôt, on en a énormément des types de deuil. On n'a pas le choix, on finit tous par en traverser. Puis si on les fait pas, si on fait juste les accumuler, on fuit les émotions, ça ralentit notre guérison, puis ça fait juste nous blesser encore plus quand on va être reconfronté à ça. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un pendant le deuil? Je pense que ça va être important, ça aussi. Je sais qu'on a des intervenants, mais aussi des proches aidants. C'est tout simplement d'offrir un espace sécuritaire pour vivre les émotions. C'est d'être capable de dire à la personne qu'on aime, écoute, si tu as besoin, va dans la chambre, va te mettre en boule, pleure, crie, frappe. Vous pouvez même vous trouver un petit code. Moi, c'est souvent ce que je conseille à des couples. Si quelqu'un dans le couple a besoin de vivre son deuil, trouvez-vous un mot sécuritaire que si jamais la personne appelle en disant ce mot-là, vous savez que c'est important. Sinon, faites juste laisser la personne vivre avec ses émotions. Elle va se sentir bien, elle va avoir la liberté de vivre ses émotions en sachant qu'elle est quand même en sécurité. C'est aussi de valider le processus et le temps. Aujourd'hui, on a une perte, on a un décès, on va calculer en termes de jours combien de temps vous avez le droit de vivre votre deuil. Ah, OK, bon, c'est ta mère qui est décédée, c'est correct, tu as le droit à 5 jours selon le syndicat. Ah, mais ça, c'est ton beau-frère, ah, tu as juste le droit à 3 jours. C'est important de le rappeler, le deuil prend du temps. C'est pas une question de semaines, c'est pas une question de mois, c'est une question d'années. Ça prend du temps avant que cette plaie-là devienne une belle cicatrice qu'on est capable de regarder et de sourire. On peut aussi faire ce qu'on appelle un rituel de deuil. Hein, le rituel de deuil qu'on connaît le plus souvent, c'est les funérailles. Pourquoi est-ce que c'est important un rituel? C'est que ça force un moment, ça crée un moment où ce qu'on peut commencer notre deuil. C'est d'être capable de dire, OK, j'ai dit mon au revoir. Je peux vraiment vivre avec ma famille, avec les personnes proches de moi, ce deuil-là. On n'est pas obligé de faire des funérailles pour toutes. Si vous laissez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de faire des funérailles de relation de couple. Mais ça peut être un rituel de trouver avec la personne qui vit son deuil ou vous-même, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Est-ce qu'il y a une action symbolique qui pourrait vous permettre de passer une étape, puis de dire, OK, c'est fait. Par exemple, je vais y aller avec un divorce difficile. Ça peut juste être de se débarrasser de l'anneau. Ça peut être de brûler le document de divorce si c'est ce qui vous fait du bien. L'important, c'est de trouver quelque chose qui fait du sens et qui vient résonner à l'intérieur de vous ou de la personne que vous accompagnez pour mieux traverser ce deuil-là. En préparant l'atelier aujourd'hui, j'ai regardé de nombreux textes, puis j'ai découvert quelqu'un aussi qui a commencé à parler des phases du deuil. Je trouve que c'est quand même intéressant. Ça nous limite moins avec les étapes. On a moins l'impression de devoir se focusser sur telle étape. Donc, j'aimerais vous les présenter rapidement, mais on a la phase initiale qui est, comme on disait tantôt, le choc et le déni. C'est une période d'hébétude qui va être caractérisée par un état de choc et d'incompréhension. Hein? C'est vraiment ça, le choc et le déni, c'est de se retrouver face au mur. Qu'est-ce qu'on va y faire? Par la suite, on a la phase centrale. Vous allez remarquer, j'ai mis dans les étapes qui sont associées à la phase centrale, colère, marchandage, tristesse et acceptation. Pourquoi? L'acceptation, c'est du lâcher prise et on peut en faire tout au long de notre deuil. On peut lâcher prise sur la colère, mais avoir de la tristesse, puis vivre notre tristesse après. Puis ensuite, revivre avec de l'acceptation à nouveau, lâcher cette tristesse-là, puis retomber finalement dans un autre moment difficile. Ça peut être par exemple, souvent l'exemple que je donne, le premier Noël. Après avoir perdu quelqu'un, le premier Noël est souvent le plus difficile si c'était quelque chose d'important. Le premier gros événement où ce qu'on remarque l'absence d'une personne qui est importante pour nous. C'est souvent là que on va réaliser que, OK,
on n'est pas dans la phase de résolution, on est encore dans la phase centrale. J'avais accepté sa perte, mais les émotions sont encore là. J'ai encore besoin de pleurer le fait que mon père n'est plus présent pour Noël cette année. C'est une phase qui est marquée par justement des périodes dépressives, des périodes de repli. Ça va être rempli de culpabilité et d'auto-accusation. Et c'est la période la plus aiguë du deuil, la plus difficile. Mais éventuellement, à travers le temps, à travers les années, on va être capable de se rendre à la phase de résolution, qui est une période de restitution, de récupération et de guérison. Comme je vous disais tantôt, ça va être le moment où on va être capable de se rappeler, de retourner vers nos souvenirs positifs et de sourire. Peut-être avec une larme ou deux, mais d'être capable de voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qu'on a envie de garder, puis de pouvoir laisser aller le mauvais, le méchant, la tristesse. Et donc, j'aimerais aussi nous rappeler qu'on est tous humains, que c'est tous difficile. Dans le texte de Vornax et Lavoie, il mentionne, mais devons-nous attendre de toutes les personnes touchées par une maladie grave qu'elles vivent nécessairement en paix, sans colère, sans sentiment d'injustice? Devons-nous attendre d'elles qu'elles donnent du sens à une existence parfois soldée par des pertes majeures, des deuils et des douleurs insoutenables? Eh bien non, on ne peut pas s'attendre à ça. Il faut accueillir ces émotions-là, il faut les reconnaître, il faut aider les gens. Avec la petite formation qu'on vient d'avoir, l'atelier aujourd'hui, j'ai espoir que vous allez être capable de mieux comprendre le deuil et de mieux pouvoir accueillir les émotions des autres pour pouvoir les aider eux aussi à vivre ces deuils-là. Parce qu'on est tous humains, on est tous limités, on vit tous les mêmes choses de manière différente, mais on vit tous de l'amour, on vit tous de la tristesse, on vit tous de la colère. C'est en tendant la main à l'autre qu'on est capable de s'entraider comme ça. Et donc, sur ceci, l'atelier se terminerait. J'ai ici mis la bibliographie. Ceux qui sont intéressés, pardon, je vais couper mon écran. En fait, est-ce qu'on voit encore? Ouais, je vais la laisser. Parfait. Excusez-moi. J'ai réalisé que j'avais une autre petite section. Ceux qui vont être intéressés pour la bibliographie, vous allez la voir dans le truc, dans le PowerPoint qui va être envoyé avec l'enregistrement. J'aimerais faire ce qu'on appelle un conseil formidable. Ceux qui me connaissent vont tanner, là, je parle tout le temps de jeux de rôle, là, je suis le fatigant, mais ça fait 15 ans que je suis maître de jeu pour les jeux de rôle. C'est ce que je fais à la fin de chaque partie, ce qu'on appelle un conseil formidable. C'est une manière pour moi d'apprendre. Je suis conférencier depuis juste un an. Ça fait 3 ans que je suis intervenant. Si vous avez des critiques, si vous avez des commentaires, des choses que pensez qui seraient peut-être améliorées, des choses que vous avez aimées ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça peut être soit dans le chat ou avec mon courriel. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de tout vous répondre. J'aime apprendre, puis j'aime devenir une meilleure personne pour offrir des bonnes conférences intéressantes. Donc, merci à tous et je pense que s'il y a des questions, on pourrait peut-être ouvrir la main au groupe et par la suite, on pourrait aller en pause pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aussi écrire des questions Oui, dans le chat. Si jamais vous voulez pas lever la main, il n'y a pas de souci. Ah, mais oui, je vois Jean-Charles. euh, on t'entend pas, malheureusement. non. Ah ouais, c'est normal. Maintenant, ça va bien aller Ah, probablement. Ouais, oui, bonjour. Je me dis que ça va être plus facile si je le fais à l'oral. Je suis intervenant psychosocial avec des personnes qui ont un traumatisme crânien puis leurs proches. oui, Et puis, il y a comme quelque chose qui me questionne par rapport. Il y a un côté de lâcher prise, puis je le comprends en fait, que le fait de se laisser aller, ça va comme justement aider à rentrer à qu'est-ce qu'on doit vraiment rencontrer à l'intérieur de notre personne. Puis ça, c'est quelque chose qui est important, tout en sachant que je me demande comment plonger la personne dans le deuil lorsqu'elle est sollicitée par son proche, la personne qu'elle aide en fait. Ce qui veut dire que quand on est sollicité par l'extérieur, aider quelqu'un, accompagner quelqu'un, ben, ça amène
on est plus sous tension. Donc, comment lâcher prise quand on est sous tension? Ce qui fait que c'est comme un peu un contraste de tout ça, là. OK. Ben, c'est sûr que on peut pas forcer le deuil, hein. On peut jamais dire à quelqu'un, écoute, tu vis un deuil, tu devrais vivre tes étapes du deuil. Mais ça peut juste être de reconnaître la personne, lui reconnaître ce qu'elle est en train de vivre et de même peut-être mentionner l'attention. Si comme tu dis, si elle a l'attention avec le proche, ça peut être de dire, écoute, cette tension-là semble présente pour toi. Est-ce que on peut en discuter ensemble, voir comment ça t'affecte? Est-ce que ça t'empêche de vivre certaines choses ou est-ce qu'au contraire, le fait que, par exemple, son proche est peut-être très, très, très dans l'espoir, mais que l'autre personne est déjà rendue à l'acceptation, mais elle ne peut pas aller plus loin parce que à chaque fois qu'elle essaye de s'ouvrir, son proche veut juste rester dans l'espérance. Ça peut être d'avoir une discussion en petit groupe avec le proche et la personne qui est touchée, puis de dire, écoute, là, en ce moment, il y a un petit débalancement. Comment est-ce qu'on peut discuter ensemble pour se mettre tout le monde sur le même, la même égalité? Où est-ce qu'on en est? Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais, un petit peu, mais c'est C'est juste que, tu Oui. sais, vu que je me dis, la personne elle est au quotidien avec, puis des fois, est-ce que pour justement l'aider à lâcher prise, ça peut pas être un moyen de prendre 2 jours quelque part pour justement plus que la personne elle puisse se concentrer, Oui, si c'est en effet. possible. Ouais. Ça peut être, tu sais, tantôt je disais d'avoir l'espace libre où ce que la personne va pouvoir vivre ses émotions. Ça peut être aussi d'offrir à la personne proche aidante de dire, écoute, regarde, peut-être que la personne a besoin d'être seule. Si c'est possible, hein, ça dépend de, je sais pas c'est quoi le niveau d'intensité, si la personne est capable de rester Autonomie, seule à la ouais. maison ou Ouais. si elle peut, si elle va avoir besoin d'être transférée ailleurs. Mais des fois, ça peut être aussi de se dire, en effet, regarde, si la personne a besoin de vivre ces émotions-là, c'est de le proposer à la personne proche aidante et de lui rappeler justement l'importance. Regarde, t'es pas en train de l'abandonner, t'es pas en train de te dire, écoute, toi-même, t'es épuisé. Non, non, c'est juste dire, tu veux faire attention, tu veux prendre soin de la personne que t'aimes. Ça va être de lui laisser 2, 3 jours pour vivre ses émotions seul. Puis toi, ça va être aussi de te confronter à pourquoi est-ce que tu as tant de besoin d'être là constamment. Peut-être que la personne est épuisée sans même s'en rendre compte. On se dit tout le temps, ah, ça va bien, écoute, ça va bien, ça va bien. Puis à un moment donné, ça craque parce qu'il y a une chose qui a été dit, puis c'est là que les portes s'ouvrent, toutes les émotions nous tombent dessus. Fait que ça peut être bien de l'amener peut-être avec le proche et avec la personne touchée et de le proposer, écoute, est-ce que ça vous ferait du bien d'avoir un temps séparé, d'avoir chacun votre opportunité? Puis tu peux l'amener comme ça, peut-être de développer le lâcher-prise pour les deux. Ça peut être une dire, c'est une belle opportunité pour vous deux d'avoir un temps séparé et de vivre vos émotions. Puis ensuite, quand vous allez retourner ensemble, vous allez pouvoir en parler. Puis ça va vous permettre justement de mieux vous reconnecter. Exact. Ah, ok, ouais, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y en avait une dans le chat Oh, que j'ai pas José vu. Perras demande, les étapes du deuil s'appliquent-elles au deuil blanc ou uniquement au deuil lors décès? Non, les étapes du deuil s'appliquent à chaque deuil. Le deuil, c'est vraiment là, les étapes du deuil. On va y aller avec le deuil général. Euh, Ça peut être un décès, ça peut être une relation amoureuse qui s'est terminée. On peut quand même vivre de la colère, on peut quand même vivre de, de, l- de l'acceptation, puis finalement de la tristesse. Il y a du marchandage qui se fait dans des relations de couple qui se sont séparées. Des gens qui vont dire, écoute, chérie, j'ai changé, reprends-moi. Ça aussi, ça fait partie de l'étape du deuil. Le deuil de sens, le deuil relationnel, on va quand même passer à travers les mêmes étapes. Pas tout le monde, pas exactement, mais les étapes qui ont été présentées, c'est en général ce qu'on va être capable de vivre. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Ah, parfait. José? Oui, parfait. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que ça a l'air assez correct. Parfait. Ben, merci à tout le monde qui était présent pour écouter. Comme je vous ai dit, dans le fond, s'il y en a qui veulent rester, ça va être dans le fond des petits groupes de partage qu'on va faire. Le but, là, ça va être tout simplement, comme je disais tantôt, hein, de normaliser la discussion sur le deuil, d'accueillir les émotions qui vont être vécues, hein. On va peut-être avoir du silence
J'avais envie de le faire tantôt, le fameux silence malaisant, de donner un bon 30 secondes de moi qui parle pas pour vivre ce silence-là, l'habiter. Mais finalement, mon chat a décidé de monter sur mon clavier, ça a comme un peu scrappé le moment. Mais ça va être aussi ça. Ça va être des groupes, vous ne vous sentez pas obligé de partager, vous pouvez juste être là pour écouter, vous pouvez être là pour avoir l'espace pour communiquer. Puis pour ceux qui vont nous quitter, eh bien, je vous remercie encore. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Je propose que pour les personnes qui veulent rester, de se retrouver devant la caméra.